Bonjour à tous, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans cette édition africaine dont voici sans plus tarder les titres. Les groupes armés au Mali ont une nouvelle fois fait parler d'eux, auteurs des attaques meurtrières près de la frontière avec le Niger. 50 civils ont perdu la vie ces dernières 24 heures. Le procès de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma devra reprendre ce mardi, un procès dont les organisateurs prévoient qu'il se déroule en ligne par vidéoconférence puisque Zuma est toujours hospitalisé, une décision rejetée par ses avocats. Et puis c'est la reprise des vols entre la Russie et l'Égypte en direction des stations balnéaires égyptiennes, 6 ans après l'interdiction des vols, une décision qui faisait suite à un attentat à la bombe. 224 personnes avaient péri. Merci de nous rejoindre, merci de nous rester fidèles sur la RTNC. Je vous l'annonçais dans le sommaire, l'extrême violence des groupes armés s'est une nouvelle fois illustrée au Mali. Plusieurs localités situées près de la frontière avec le Niger ont été ciblées hier soir par les groupes djihadistes. Une 50aine de civils ont été tués, dont les femmes et les enfants. Eric Kabamba. Une 50aine de civils tués dans le nord-est du Mali lors d'attaques imputées à des djihadistes contre 3 localités voisines et proches de la frontière avec le Niger, selon les bilans provisoires faits par les autorités locales le lundi 9 août. Les assaillants sont arrivés à moto et ont pris le villageois par surprise. Un document de la préfecture locale consulté par l'agence France Presse explique que 51 personnes ont été tuées dans des attaques simultanées dans 3 communes. Des maisons ont été saccagées et incendiées et du bétail emporté, ajoute-t-il. Dans la commune de Karou, 20 civils ont été massacrés. Celle de Ouattaguna, 14 civils ont été tués et d'autres ont été massacrés, a détaillé un élu d'une localité. Un autre élu, issu d'une 4e localité, a également rapporté une attaque contre son village. Un détachement militaire a été dépêché sur place pour porter secours aux populations, a assuré un responsable militaire. Les dirigeants d'une ONG malienne a cependant souligné que les communications avec la zone étaient mauvaises et dans d'autres régions, comme dans la partie nord du pays, les réseaux étaient largement coupés ces derniers jours à cause des attaques djihadistes contre les infrastructures des télécommunications. Et signalons que le Mali est pris dans une tourmente sécuritaire et politique depuis 2012 où les insurrections indépendantistes liées au groupe djihadiste ainsi que les violences intercommunautaires qui ont fait des milliers de morts des civils et des militaires ainsi que des centaines de déplacés malgré les déploiements des forces onusiennes et françaises. C'est ce mardi que doit en principe reprendre le procès de l'ancien président sud-africain. Vous le savez, Jacob Zuma est poursuivi pour corruption et outrage à magistrat. Hospitalisé il y a quelques jours, les juges ont décidé que le procès se tienne en ligne de manière virtuelle. Zuma est depuis une semaine dans un état pas très bien, il est hospitalisé. Ses avocats s'opposent quant à eux à un procès en ligne. Ils affirment que cela porte atteinte aux droits de leurs clients. Emmanuel Commissaire. Le procès pour corruption de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma doit reprendre ce mardi. Le procès en ligne sera entendu en audience publique et organisé de manière virtuelle, l'ancien chef d'État étant actuellement en détention pour outrage à magistrat. Il est depuis une semaine dans un hôpital voisin pour raison de santé. Si pour l'équipe juridique de Jacob Zuma, une comparution en ligne porte atteinte aux droits de leurs clients, à la veille du procès, l'ex-président était toujours à l'hôpital. Si ses avocats parviennent à fournir des preuves de ses problèmes médicaux non divulgués, un nouveau report de l'affaire de corruption pourrait être annoncé. Rappelons que l'affaire Zuma a pour origine un programme d'achat d'armes de 1998 et 1999 effectué par le gouvernement dirigé par Nelson Mandela. Le programme visait à moderniser l'équipement de défense à l'armée sud-africaine, ce qui comprenait l'achat de corvettes, de sous-marins, d'hélicoptères utilitaires légers, d'avions d'entraînement de combat et d'avions de combat légers. 2 filiales sud-africaines du groupe français d'électronique et de défense sont soupçonnées de trafic d'influence avec de hautes personnalités du Congrès national africain, le parti au pouvoir.
Au Nigeria, c'est un grand soulagement de revoir une des filles parmi les 300 autres enlevées par Boko Haram. Les faits se sont produits en 2014 au collège de Chibok, au nord-est du pays. 7 ans après, voilà que réapparaît une des captives en chair et en os. Les autorités du pays n'ont fait aucune déclaration et n'ont donné aucune information. Eric Kabamba. 7 ans après, Ruth Pogu, une des quelques 300 jeunes Nigérianes enlevées par Boko Haram dans un collège de Chibok, est enfin libre et a retrouvé sa famille, a annoncé les bureaux du gouverneur de l'État de Borno au Nigeria. Les autorités ne donnent pas beaucoup plus de détails sur cette libération, mais appellent les familles de filles encore à captivité à garder espoir. Cette fille était enlevée parmi les 276 jeunes filles âgées de 12 à 17 ans le 14 avril 2014 par une centaine de djihadistes de Boko Haram dans un collège de filles de Chibok dans l'état de Borno. Un enlèvement qui avait provoqué une énorme vague d'indignation internationale et une campagne intitulée « Bring Back Your Girls » pour leur libération. Au fil des années, la majorité des filles ont été relâchées ou retrouvées par l'armée, mais une centaine d'entre elles étaient toujours portées disparues, avait rappelé Amnesty International en avril dernier à l'occasion du 7e anniversaire de leur enlèvement. Dans un communiqué, le gouverneur de l'État de Borno a précisé que Ruth Pogu s'était présentée le 28 juillet auprès de l'armée en compagnie d'une personne qu'elle a identifiée comme son mari, mais la nouvelle n'avait pas été rendue publique pour lui donner le temps de contacter ses parents. Depuis le début de la rébellion du groupe islamique radical Boko Haram en 2009 dans le nord-est du Nigeria, le conflit qui s'est propagé aux pays voisins a fait plus de 36 000 morts et 3 millions de personnes ont dû fuir leur domicile selon l'Organisation des Nations Unies. De nombreux autres enlèvements de masse se sont produits dans le nord du Nigeria, entraînant la fermeture de centaines d'établissements scolaires. Depuis décembre, près de 1000 élèves ont été enlevés, principalement dans les États du nord-ouest et du centre du pays. La plupart ont été libérés, mais certains sont toujours détenus après des mois de captivité. On pouvait s'y attendre, amoureux de la scène politique et ancien président ivoirien. Revoilà Laurent Gbagbo sur la scène politique. L'homme signe son retour en annonçant la création d'un nouveau parti politique. Les premières rencontres au sein du comité central du Front populaire ivoirien ont eu lieu à la demande de Laurent Gbagbo lui-même. Ce dernier en a profité pour régler ses comptes à l'égard de son ancien Premier ministre, Pascal Affi-N'Guessan, un de ses bras droits, Emmanuel Commissaire. On pouvait s'y attendre. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo signe son retour sur la scène politique de Côte d'Ivoire et propose de créer un nouveau parti politique. Déjà, une réunion du comité central du Front populaire ivoirien, convoquée par l'ancien chef de l'État, a été organisée. Laurent Gbagbo y a tenu de propos très durs à l'égard de son ancien Premier ministre, Pascal Affi-N'Guessan, actuellement à la tête de l'une des factions du FPI, les FPI légales reconnues par les autorités judiciaires ivoiriennes. Pour lui, Affi-N'Guessan prend le parti en otage. Le Front populaire ivoirien, fondé par Simone et Laurent Gbagbo en 1982 et reconnu officiellement en 1990, souffre depuis une dizaine d'années de profondes divisions. La semaine dernière, les tentatives de rapprochement entre Laurent Gbagbo et Pascal Affi-N'Guessan ont échoué lorsque ce dernier a appris la convocation des instances dirigeantes du parti de Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo entérine un divorce qui s'annonçait depuis sa perte de pouvoir en 2011. L'ancien président fait ainsi le choix de ne pas s'engager dans une nouvelle bataille juridique. Selon une source des FPI, un comité de préparation du congrès constitutif au nouveau parti de Laurent Gbagbo doit être mis en place pour un congrès en octobre. Affi-N'Guessan a dénoncé une décision dictée essentiellement par la soif de pouvoir et la volonté de revanche. Voilà à présent, mesdames et messieurs, le reste de l'actualité africaine en bref et en images.
En Algérie, une trentaine d'incendies provoqués par la canicule ont débuté lundi soir dans le nord de l'Algérie. La Kabylie a été fortement touchée par les flammes. 5 personnes, selon les pompiers et les autorités forestières locales, ont trouvé la mort. Au Maroc, les autorités innovent face à la progression du coronavirus. Le pays ouvre son premier centre de vaccination numérisé, le Smart Vaccinodrome. Casablanca vise à vacciner 3000 à 4000 personnes par jour. Le Sénégal frappé de plein fouet par le variant Delta. Les cas de Covid-19 ont été multipliés par 9 entre les mois de juin et juillet. Par ailleurs, le cap du million de personnes vaccinées a été dépassé samedi dans un pays qui compte un peu plus de 16 millions d'habitants. Je vous l'annonçais dans les titres, les premiers vols entre la Russie et l'Égypte à destination des stations balnéaires égyptiennes ont eu lieu 6 ans après l'interdiction des vols entre Moscou et les stations balnéaires égyptiennes à la suite d'un attentat à la bombe qui avait fait 224 morts en octobre 2015. Un attentat qui visait un charter russe au collège de Sharm el-Sheikh dans la péninsule du Sinaï-Est. À la reprise du trafic, on a vu un avion transportant des touristes en provenance de Russie. L'appareil a atterri lundi à Ougdada, à Sharm el-Sheikh, dans le sud-est de l'Égypte. José Baïtombo. Le premier avion transportant de touristes en provenance de Russie ont atterri lundi à Hurghada et Sharm el-Sheikh dans le sud-est de l'Égypte, près de 6 ans après l'interdiction de vol entre Moscou et les stations balnéaires égyptiennes à la suite d'un attentat. Moscou avait décrété une interdiction de vol direct vers l'Égypte après un attentat à la bombe qui avait fait 224 morts en octobre 2015 en visant un charter russe au décollage de Sharm el-Sheikh dans la péninsule du Sinaï-Est. Lundi matin, un avion de la compagnie égyptaire transportant 300 passagers depuis la capitale russe a atterri à Hurghada, a indiqué sous couvert de l'anonymat un responsable de l'autorité de l'aviation civile égyptienne. Un second vol a ensuite atterri à l'aéroport de Sharm el-Sheikh où les voyageurs russes ont été accueillis par l'ambassadeur de Russie en Égypte et le gouverneur du Sud-Sinaï, selon une source aéroportuaire. Selon l'agence russe TASS, une délégation russe a inspecté fin juillet les 2 aéroports et plusieurs complexes hôteliers de 2 villes afin d'évaluer l'application de mesures de sécurité et des précautions sanitaires sur place. Fin avril, le président Abdel Fattah al-Sisi et Vladimir Poutine avaient convenu lors d'un échange téléphonique de la reprise des liaisons aériennes entre la Russie et les stations balnéaires égyptiennes. 3 ans plus tôt, la Russie avait annoncé la reprise de vol vers le Caire, mais pas vers le littoral de la mer Rouge, destination pourtant très prisée des ses ressortissants. Le Royaume-Uni, qui avait également suspendu ses liaisons avec la péninsule en 2015, a lui repris le vol vers Sharm el-Sheikh fin 2019. Revendiqué par le groupe État islamique, l'attentat meurtrier de 2015 avait porté un nouveau coup à l'industrie du tourisme égyptienne, moribonde après les années d'instabilité politique et sécuritaire qui ont suivi la révolte de 2011 et la chute du président Hosni Moubarak. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information consacrée à l'actualité africaine, diffusée depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo. Merci, au revoir.